Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous partons pour le musée d'Orsay pour aller voir une exposition incroyable de Louis Jeanmot qui s'appelle Le poème de l'âme. Guillaume Sébastien, bonjour. Bonjour Christophe. Vous avez vu cette exposition qui a commencé donc il y a quelques jours, enfin juste la semaine dernière, qui se poursuivra le 12 septembre, absolument, qui se poursuivra jusqu'en janvier. Ouais. Et ça vaut le coup d'aller se promener. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres. C'est l'un des sommets de la peinture spirituelle et romantique. C'est une histoire incroyable entamée en 1835 et qui va se poursuivre jusqu'en 1881. Il s'agit du poème de l'âme. Et c'est un monsieur, un homme, Louis Jeanmot, qui va réaliser ce travail titanesque de 2814 vers, 18 tableaux et 16 grands dessins, l'Odyssée d'une âme depuis son arrivée sur la terre jusqu'à son retour au ciel. Alors parlez-nous un peu de Louis Jeanmot. C'est extraordinaire, cette exposition. Vraiment, j'encourage tous nos amis auditeurs à se précipiter au musée d'Orsay. Il y a déjà beaucoup de monde. Non, j'ai pas grand monde. Hein. Voilà. En fait, vous avez de la chance. Moi j'ai eu du monde. Ouais. C'est un artiste dont je n'avais jamais entendu parler. Parce que vous n'êtes pas lyonnais. Alors absolument, mais je pense que pas mal de Lyonnais ne connaissent pas si bien que cela Louis Jeanmot. Je l'ai découvert en allant visiter le musée des Beaux-Arts de Lyon il y a quelques mois. Et au musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est un musée extraordinaire aussi, il y a une salle qui est entièrement consacrée à ce peintre Louis Jeanmot, donc qui est un artiste du 19e siècle, qui est né en 1814, qui est mort à la fin du 19e siècle. Et dans cette salle du musée des Beaux-Arts de Lyon, on y voit un cycle de peinture de 18 tableaux de grand format que, effectivement, Louis Jeanmot a fait pendant 50 ans. Oui, alors pas tout à fait 50 ans, parce que justement, et c'est ça qu'on découvre à Orsay, et c'est ça que les gens qui connaissent déjà un peu Louis Jeanmot par Lyon vont découvrir en plus à Orsay, c'est que non seulement il y a ces 18 tableaux qui sont exposés en permanence au musée de Lyon, mais en plus il y a 16 dessins qui complètent, donc qui forment un second cycle pour cet artiste, hein. Et donc ces 18 tableaux et ces 16 dessins, c'est-à-dire 34 œuvres, sont exposés en totalité à Orsay. Les dessins, parce qu'ils sont fragiles, ne sont pas montrés au musée de Lyon. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de voir l'ensemble de l'œuvre de Louis Jeanmot exposée ensemble à Orsay. Et donc voilà, donc c'est extraordinaire. Alors je ne sais pas par quoi commencer pour vous raconter, pour vous parler de Louis Jeanmot. Et en plus on entend ce poème qui est 2814 vers qui sont magnifiquement lus par Alexandre Astier. Voilà. Et on peut aller dans des coins, dans les salles, il y a des coins, et dans ce coin vous pouvez vous asseoir, écouter, vous entendez ce poème qui est lu et qui est incroyable parce que finalement c'est l'histoire de l'âme. C'est une exposition qui est totale, qui est magnifique, qui est magnifiquement mise en scène. Vraiment bravo aux conservateurs du musée d'Orsay et du musée de Lyon, puisque c'est une collaboration, puisque ces 34 œuvres sont réparties dans un très grand espace. Elles sont présentées, les tableaux sont présentés de façon tout à fait distincte, alors qu'à Lyon, on voit les 18 tableaux dans une seule pièce. Et puis là, à côté de ces salles où sont montrés les tableaux, il y a ce qui s'appelle des cabinets à Orsay, dans l'exposition d'Orsay, où sont montrées des œuvres de peintres contemporains de Louis Jeanmot, et ces cabinets sont faits sur des thèmes, et tout cela aide à comprendre l'exposition et l'œuvre de Jeanmot, qui est une œuvre assez complexe, assez philosophique. Donc il y a, en fait, si vous voulez, la forme de cette œuvre qui est absolument incroyable, 18 tableaux, 16 dessins. Et je voudrais tout de suite parler des dessins, parce que Louis Jeanmot est un peintre, mais c'est un dessinateur qui est exceptionnel. Donc vraiment, les gens qui se posent la question, toujours qui aiment le dessin, qui disent aujourd'hui on ne sait plus dessiner, ou il n'y a plus dans l'art contemporain, on ne dessine plus. Eh bien, vraiment, allez voir cette exposition. Louis Jeanmot est un dessinateur, mais hors pair. Vraiment, c'est de très... Alors c'est un élève
Élève d'Ingres, oui. Il a une passion pour Delacroix. Oui. On retrouve d'ailleurs beaucoup de choses de Delacroix. Moi, je pense aussi à Puvis de Chavannes, mais je ne l'ai pas entendu citer dans l'exposition. Vous m'avez dit que vous l'aviez peut-être entreaperçu dans l'un des cabinets le long de l'exposition. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est à la fois dans l'allégorie, on est dans l'unité stylistique, 50 ans de boulot, et une même unité, c'est-à-dire qu'il ne change pas de style. On est complètement dans cette allégorie. Alors, il y a deux pans. Il y a l'âme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, disait Yahvé. Donc, l'âme est toujours accompagnée de l'aimer, et puis il perd l'aimer. Fin du premier cycle. Et deuxième cycle, il est seul, il est dans la solitude, il est dans le doute, il est même dans l'enfer. Il y a cette scène incroyable qui s'appelle Le Cauchemar, qui donne suite à une toile qui s'appelle la Sagesse, je crois, où on voit deux enfants qui grimpent un escalier, et le long de l'escalier, il y a 12 figures d'enseignants et de professeurs. Il y a une femme ici au premier rang qui les emmène. Et on voit qu'il y a une chouette en haut sur la gauche, et on est vraiment dans l'effroi, et dans l'effroi de ce savoir. Et la suite de ce tableau s'appelle Le Cauchemar. Et le cauchemar, c'est la vieille dame qui l'enlève et qui l'emmène dans des ténèbres. Et à la fin du deuxième cycle, là, il retrouve l'aimé, et c'est la fameuse toile Sursum Corda, où le Christ apparaît et il retrouve la plénitude et la sérénité. Alors voilà, tout cet élément initiatique, souvent allégorique, avec plein de détails qui nous renvoient à l'atmosphère, je pense à la chouette. Moi, c'est ce qui m'a totalement passionné. Mais parlez-nous des dessins. Oui, alors d'abord, je voudrais vous parler de l'artiste, parce que sans artiste, sans homme, l'œuvre n'est rien. Et c'est impossible de ne pas parler de Louis-Jean Meaux, de sa vie, avant de parler de son œuvre. Donc, on disait, il est né à Lyon en 1814, dans une famille, ses parents étaient vraiment des profonds catholiques, donc ça c'est vraiment baigné dans un catholicisme tout à fait profond. Et puis donc il a fait ses études là-bas. Il a rencontré Frédéric Ozanam, dont il a été très ami, donc baigné très tôt dans ce catholicisme qui va devenir bientôt un catholicisme social. Louis-Jean Meaux a adhéré à un moment à la Société de Saint-Vincent de Paul. Il a été enseigné par l'abbé Noirot, donc était un philosophe qui a également enseigné Ozanam. Donc il a été vraiment pétri de cette culture philosophique, chrétienne, sociale. L'abbé Noirot très important. Reproduit dans l'une de ses toiles. toiles. Oui, absolument. C'est très important de parler de ça dans le contexte effectivement lyonnais, qui est un contexte tout à fait particulier. Il a fait les Beaux-Arts à Lyon. Et puis il est parti à Paris. Alors il faut signaler que la mort est très présente dans la vie de Louis-Jean Meaux. Il a perdu très jeune, je crois qu'il avait 9 ans, un frère, et quelques années plus tard une sœur. Et donc on peut rapprocher ça d'un artiste comme Munch, l'artiste danois, pour lequel justement la mort a vraiment hanté, a été vraiment l'inspiration de son œuvre. C'est un peu la même chose quand même pour Louis-Jean Meaux, je pense. Alors Louis-Jean Meaux est parti à Paris, et là il a été élève de Ingres. Donc ça a été une rencontre très importante. Je parlais tout à l'heure vraiment de la façon exceptionnelle de dessiner de Louis-Jean Meaux, et bien sûr il a appris ça de Ingres. Je me suis demandé, après avoir vu l'exposition, si Louis-Jean Meaux n'était pas d'ailleurs un meilleur dessinateur qu'Ingres, qui est vraiment lui-même ce qu'il y a de plus grand au XIXe siècle, parce que Ingres était surtout un portraitiste pour le dessin, mais Louis-Jean Meaux non seulement fait des portraits, mais fait des paysages d'une densité, d'une profondeur qui sont absolument extraordinaires sur des très grands formats. Donc élève d'Ingres, il est parti ensuite à Rome, il est revenu à Paris, il s'est marié, avec sa femme Léonie, ils ont eu 7 ou 8 enfants. Ça a été une vie évidemment familiale très 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 lourde. Sa femme est morte assez jeune. Financièrement, c'était très compliqué aussi. Donc, il a dû
faire face aux charges familiales, en répondant à des commandes d'églises notamment, beaucoup d'églises à Lyon et à Paris, et puis surtout donc ce cycle, vous disiez, mais c'est tout à fait juste, Christophe, que c'est incroyable de voir qu'un artiste, le même artiste, ait pu faire pendant 50 ans de sa vie, donc 34, en plus de ses œuvres de commande, mais 34 tableaux, donc c'est-à-dire un et demi par an à peu près, en gardant le même style, le même thème, et avec cette rigueur absolument incroyable. Donc d'abord 18 tableaux, et puis ensuite 16 dessins. Donc ça, c'est très important de le dire, parce que on se demande aussi, mais pourquoi ce peintre a-t-il fait 18 tableaux, 18 peintures qui sont très pleines de couleurs, etc. Et puis après, 18 dessins qui ont le même format que les tableaux, mais qui sont évidemment beaucoup plus sombres, qui sont sur du papier blanc ou bleu, donc on n'a pas du tout la même impression. Non. Et tout cela accompagné, c'est pour ça que ça s'appelle le poème de l'âme, de poèmes. Chaque œuvre, donc chacune des 34 œuvres, est accompagnée d'un poème, en général en alexandrin. C'est très beau. J'ai découvert ça à Orsay. Et chacun de ces poèmes est une sorte d'explication, accompagne l'œuvre et l'explique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une œuvre qui est très philosophique, qui est très mystérieuse, qui est très étrange. Et donc, des clés nous sont données par les poèmes de Louis Jeanmot qui accompagnent l'exposition. L'âme, bientôt sans foi, sans espoir, sans amour, va-t-elle en entier submergée, loin des flambeaux divins dont la clarté s'enfuit, dans l'éternel chaos d'une éternelle nuit, errer, livide, naufragé. On a comme ça les textes qui apparaissent sur les murs pour accompagner les toiles et les dessins, comme vous le disiez, mais il faut se procurer à la sortie, à la librairie, le poème. C'est un volume entier, et c'est milliers de vers. 2400 vers, je crois, exactement. Quand l'idéal est mort, on met au même rang poète, artiste, apôtre et chevalier des rangs. Livre, traduction, flore d'une autre époque, pour vous faire revivre en vain, on vous évoque. Vous avez vu fleurir votre dernier printemps en vous foulant aux pieds. Je marche avec mon temps. En vous foulant aux pieds, je marche avec mon temps. C'est terrible. Ouais. C'est terrible par rapport aux idéaux, par rapport à l'idéal, et par rapport à ce contemporain qui écrase finalement tout et qui va donner la solitude terrible que l'on a dans la deuxième partie donc de ce chant, de ce poème de l'âme. Oui, dont vous parlez du temps, Christophe, et là aussi c'est extraordinaire, parce que ces tableaux, quand on les regarde quand même, sont des tableaux qui sont très étranges. Il s'agit de l'histoire de l'errance d'une âme dans le ciel et sur terre. Et donc cette âme est personnifiée, donc elle a les traits d'un jeune homme, puis ceux d'une jeune femme. Et donc on voit ces êtres dans des scènes quotidiennes qui marchent comme nous autres, mais aussi qui volent dans le ciel comme des âmes. Donc c'est assez étrange. Et en même temps, donc on est effectivement dans des scènes très étranges, très au-delà du mysticisme. Et en même temps, cette œuvre est très et dans son temps, dans son époque. Donc Louis Jeanmot était effectivement très intéressé. Il a même participé aux idées du catholicisme social, aux idées de son époque. On est dans l'après-révolution. Léon XIII. On a des révolutions tout le temps. Enfin, le 19e siècle, c'est quand même le siècle du développement des idées, de la révolution industrielle. Donc, c'est un homme de son temps. Et donc, ces toiles sont pétries de ces idées-là. Alors, il faut un peu se plonger, justement, dans les cartels qui sont très bien écrits, qui accompagnent chacune des œuvres,
œuvre pour comprendre. Alors on parle de la loi Fallou, par exemple, qui était une loi qui, effectivement, sur l'éducation religieuse catholique à l'époque. Bon, il paraît qu'une des œuvres évoque cette loi-là de façon imagée. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de symboles, hein, parce que c'est une œuvre qui est proche. On dit que l'œuvre de Louis-Jean Meaux, alors il y a toujours beaucoup de mouvements au XIXe siècle, mais elle se situe entre le romantisme et le symbolisme qui va venir un peu plus tard. Oui, et encore une fois, l'allégorie, oui, qui est tout le temps présente. Mais comme nous avons une unité stylistique, nous avons aussi une unité des personnages. Ils ont tous la même dimension sur ces 16 toiles, hein, et les mêmes couleurs d'une certaine façon, enfin, sauf pour les dessins. Mais ça veut dire que on suit ces personnages. Et ces personnages ne vieillissent pas avec le temps. Ils sont toujours les mêmes. Et on a cette âme qui passe, j'allais dire de bras en bras, mais de toile en toile, et qui ne change pas. Et c'est là où on a vraiment son histoire avec une unité de temps, unité de ton, unité même de couleur d'une certaine façon. Alors il y a un truc qui est très très bien, et encore une fois cette exposition est très bien éclairée, très bien accrochée, elle est spacieuse, on y est très bien. Et puis ce sont des grands formats, enfin, ce sont des moyens formats, mais on les voit bien. C'est 1m30, 1m50 à peu près. Mais c'est pas du petit format devant lequel on est obligé de se coller. D'ailleurs, il faut passer pas mal de temps sur les toiles pour prendre du recul, parce qu'on voit encore des tas de choses qui viennent à l'intérieur. Et alors, ils sont épatants, hein, à Orsay. Ils ont fait un parcours pour les enfants. Vous avez vu ça ? Oui, j'ai vu ça. Ouais. Les cartels d'enfants. Alors, vous avez le cartel, c'est l'explication du tableau sur la gauche pour les parents. Et puis en bas, sur la droite, vous avez le cartel pour les enfants. Alors, je vous en cite un ou deux. Alors, bienvenue, jeunes visiteurs. Suivez cette petite fille. On voit elle vous guidera dans les poèmes de l'âme, œuvre du peintre Louis-Jean Meaux. Regardez avec attention ces grands tableaux et jouez votre rôle dans cette histoire pleine de rebondissements. Alors, l'aventure commence ici, par un matin radieux, nous nous promenons pieds nus dans l'herbe fraîche. Entends-tu les oiseaux et le ruisseau qui coule paisiblement ? Alors ça oblige les enfants à voir s'il y a des oiseaux et un ruisseau. Sens-tu la bonne odeur des fleurs sauvages ? Alors on montre aux enfants les fleurs sauvages. Que souhaites-tu faire maintenant ? Composer le plus joli des bouquets pour rentrer déjeuner. Avance jusqu'au tableau 6, ou continuer ta promenade matinale pour découvrir d'autres sentiers, avance jusqu'au tableau 7. Et ainsi, l'enfant va suivre une histoire lui-même en ayant son propre parcours de l'exposition, et quand vous allez avec vos enfants, vous les lâchez dans l'exposition, ils suivent ça, et ils vont vraiment vivre l'exposition à leur rythme, à leur manière, et de cette façon un peu ludique. C'est la première fois que je vois ça dans une exposition très sérieuse, puisque on n'est pas chez Walt Disney, et c'est la première fois que je vois ça, et j'ai trouvé ça remarquable. Alors j'ai vu l'exposition, et ensuite j'ai revu l'exposition par les cartels des enfants et par un parcours qui était un peu différent. Et bien, je peux vous dire que c'était merveilleux, parce qu'on voyait pas les mêmes choses. Et lorsqu'il vous dit entends-tu les oiseaux et le ruisseau qui coule paisiblement, ben, vous êtes obligé de regarder la toile et de dire, mais il est où le ruisseau ? Ah, il est au fond là-bas, je l'avais pas vu. Donc c'est très très bien. Vraiment, c'est vraiment une très très belle exposition. Louis-Jean Meaux, le poème de l'âme, au musée d'Orsay. Voilà. Ce sont des tableaux qui sont très agréables à regarder. Louis-Jean Meaux s'est inspiré des monts du Bugey pour les peindre. Effectivement, c'est une nature qui est printanière. Il y a des fleurs. Il y a effectivement, vous parliez d'épis, de blé qui sont montrés. On peut, c'est tout à fait intéressant de décrire simplement les tableaux avant effectivement d'aller d'en creuser le sens beaucoup plus philosophique ou religieux. Alors on a le poème de l'âme sans Dieu, ça c'est terrible. On a la chute fatale. On a le supplice de Mézance, les générations du mal, c'est un fusain avec Pierre Noir Estompe, c'est magnifique. Et finalement, il y aura le sursum corda final qui va tout pardonner par la miséricorde de Dieu à travers le Christ, qui est absolument au centre du tableau, juste au-dessus de l'homme et de la femme et de l'homme, qui sont maintenant deux époux. Hein. Et l'âme n'existe que parce qu'ils sont deux. Oui, alors c'est ça qui est absolument passionnant, c'est qu'il y a cette première partie d'exposition qui ne montre que des toiles, donc des œuvres qui sont colorées, et puis cette
cette seconde partie, ce second cycle, qui ne sont que ces dessins. Oui, mais là, ça blague pas. Hein. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus sérieux. Ces dessins, il les a faits, je crois, après la mort de sa mère, qui l'a beaucoup affecté. Je disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement l'œuvre de la vie de Jean Mot a été ponctuée, marquée par beaucoup de morts de proches. Et dans ces grands dessins de la fin de sa vie, en fait, eh bien, c'est beaucoup plus une introspection personnelle. On a l'impression quand on lit les poèmes qui accompagnent les dessins, qui sont souvent à la première personne, que Louis-Jean Mot raconte ses propres états d'âme. Alors que pour les tableaux, les peintures, c'est quelque chose il prend un peu de la distance. Mais là, c'est effectivement plus grave. Ah bah oui, beaucoup plus grave. Il y a plus de couleurs possibles dans ce deuxième cycle. Et c'est incroyable que je veux dire je fréquente un peu les artistes quand même, mais de voir qu'un artiste est capable de passer comme ça de la pleine couleur qu'il a occupée pendant 20 ans au dessin total qui va l'occuper pendant 30 ans et de façon avec un talent qui est absolument magistral. Et parce que lorsqu'on voit par exemple le rayon de soleil de Louis-Jean Mot dans le poème de l'âme, on voit 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui dansent, qui font la ronde. L'homme n'est pas connaissant, on ne peut pas reconnaître si on ne s'approche pas de près, il est de dos, il regarde la femme et il y a trois grâces qui sont comme les 3 grâces, qui sont comme les 3 vertus. La charité, la foi, l'espérance, et ils font la route. Il y a un côté très bucolique, il y a aussi un côté très Botticelli. Oui, c'est un artiste qui l'a beaucoup influencé. Ouais. Louis-Jean Mot a passé du temps en Italie, à Rome notamment, et il a été très, très influencé par la Renaissance italienne et par Botticelli en particulier. C'est très flagrant, il y a beaucoup donc la femme, le visage de la femme est très présent dans l'œuvre de Louis-Jean Mot, et et se rapproche beaucoup de cette figure féminine bien connue et bien caractéristique de Botticelli. Mais oui, alors il dessine des nus, mais absolument sublimes. Il dessine des nus sublimes. Il y a un dessin qui est en fait une illusion érotique, puisque ensuite, quand il va retrouver la femme, ça va être tout à fait autre chose. Alors lui, il a des rapports un peu spéciaux avec le corps, c'est-à-dire qu'il le connaît par cœur, il le dessine magnifiquement, il en a une poésie incroyable, mais enfin, il est totalement chaste, notre ami Jean Mot. C'est-à-dire que pour lui... Il a quand même eu 8 enfants. Oui, mais pour lui, il y a vraiment le corps et l'âme, et son âme qui est portraiturée dans le poème de l'âme est totalement désérotisée. Elle est sexuée, mais désérotisée. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est aussi une époque. Oui. Mais on sent qu'il a, sur le plan spirituel, on sent qu'il a besoin de recadrer les choses et de montrer que, finalement, on est toujours sous la menace du mal. Oui. Il est complètement dans son époque, en plein dans ce 19e, au milieu du romantisme. Il y a aussi un mouvement en Angleterre qui est né, qui s'appelle les pré-raphaélistes, qui sont des artistes qui veulent revenir à une sorte d'idéal, de pureté, pour casser un peu l'académisme de l'époque. Ingres, c'est pareil aussi. C'est un artiste qui a été l'élève d'Ingres, qui connaît parfaitement ce qui se fait autour de lui, qui a passé du temps à Rome. Alors ce qui est épatant, c'est que quand on arrive dans l'exposition, la première toile qu'on voit, c'est son autoportrait. Ouais, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, un autoportrait de lui jeune, qui montre une espèce de concentration, de fidélité à la forme, et on sent que ça va pas blaguer, mais 2, qu'il va être de façon obstinée jusqu'au bout
de l'œuvre qu'il a décidée. Ouais. Et ça, on le voit dès le premier regard. Je trouve que de commencer une exposition monographique par un portrait, c'est toujours nécessaire, parce que c'est vraiment en regardant l'artiste qu'on comprend qui il est. Et qui nous regarde dans le droit des yeux. Oui, alors il se représente, effectivement, il a quand même 18 ans. 18 ans, c'est pas vieux. Et il nous regarde comme ça de face. Et il n'est pas timide. Hein. On voit qu'il a effectivement une ambition, et que cette ambition va effectivement le guider à faire cette œuvre absolument incroyable. Jean Mouffe, le poème de l'âme au musée d'Orsay, c'est jusqu'au 7 janvier, mais précipitez-vous parce que c'est une exposition qu'on peut aller voir plusieurs fois. Elle est vraiment tout à fait épatante. Merci Guillaume Sébastien. Je vais parler de Marcoville, 3 secondes. Allez-y. L'exposition Marcoville, sculpteur extraordinaire, qui a lieu au musée Fourvière, musée religieux de Fourvière à Lyon, qui a commencé au mois d'avril, et qui se termine le 1er octobre. Donc pour tous nos amis lyonnais qui n'y sont pas allés, il faut vraiment qu'ils y aillent. Marcoville, c'est un magicien du verre. Magnifique exposition qui est à Lyon en ce moment, encore pour quelques jours. Merci Guillaume Sébastien, merci Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, sur YouTube si vous voulez nous voir, ou sur l'application Radio Notre-Dame. Eh bien, demain nous parlerons littérature. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.